Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Nous sommes dans une société qui a le don de revivre toujours la même maudite journée. Pourtant, le jour de la marmotte, c'était la semaine passée, Olivier. Oui, c'est passé tout ça. Bonjour tout le monde. Ben oui, merci d'être là. Puis je pense que notre premier sujet va vous craquer autant qu'il m'a craqué parce que ça a commencé ce matin avec les nids de poules là, sur Notre-Dame. Évidemment, c'est encore une course à obstacles si vous venez à Montréal. Je sais qu'on est tanné de parler des nids de poules, puis je m'étais vraiment promis, en début d'année, c'est même une résolution que j'avais prise, d'arrêter de chialer contre la circulation, contre le monde qui ne sait pas conduire, contre les nids de poules, contre l'état des routes. C'est vrai? C'était une vraie... Je te jure. Ah ouais? J'en avais qu'une, c'était celle-là. Et je n'ai pas été capable de la tenir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je suis pas capable de la tenir. Mais c'est pas de ma faute. Ah, je suis c'est comme sûr. Karl Malenfant, l'ex-VP de la SAC. C'est pas de ma faute, tu comprends? Et là, j'avais envie... Aujourd'hui, la question qui me venait, c'est... Mais comment ça se fait que les réparations de nids de poules, parce qu'il y en a eu quand même au cours des derniers jours, comment ça se fait que ça ne tient pas? Et quand on regarde les chiffres aussi, l'autre question qui vient, c'est comment ça se fait qu'à Montréal, les citoyens se fassent avoir par leur ville? Parce que quand tu regardes au niveau des réclamations, c'est pas que le monde se plaint pas, là. L'année dernière, à Montréal, il y a eu 1283 réclamations. Combien ont abouti par des compensations, puis pas forcément totales pour les citoyens? Seulement 113, à peine 10 %, alors qu'à Toronto, c'est 35 %. On n'est même pas capable ici de rembourser ou de compenser à peine un citoyen sur 10, alors qu'à Toronto, OK, c'est un citoyen sur 3. Moi, il va falloir qu'on me l'explique. Sincèrement, moi, je dis, quels sont les recours? On voulait aborder cette question-là avec Maître Éric Lamontagne. Il est avec nous, il est spécialiste en infractions routières et tout ce qui concerne finalement le code de la route, puis maintenant, plus largement, l'état de nos routes. Éric, merci beaucoup de prendre le temps. Est-ce qu'on a des recours? Quand on regarde les chiffres, est-ce que c'est normal qu'une ville comme Montréal ne compense qu'à peine 10 % de ses citoyens automobilistes qui réclament? Ben, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas créer de précédent. Hein. Donc, évidemment, plus ils prennent des ententes comme ça, plus il y a des décisions, mettons des règlements qui sont faits, soit par la Cour ou hors Cour, évidemment, ils vont créer des précédents et ils sont très, très prudents. Ils ont plutôt tendance à vouloir invoquer ce qu'on appelle un peu... ils se reposent un peu en disant on n'a aucun contrôle sur la température, ça gèle, ça dégèle, donc c'est pas de notre faute. Et à ce moment-là, on invite les gens à être vigilants, justement à cause que c'est hors de notre contrôle. Mais je pense que c'est pas si simple que ça. Je pense qu'il faut absolument aussi penser à quelque chose. La responsabilité civile. Hein? C'est-à-dire que si on est dans un contexte où quelqu'un carrément brise son véhicule sérieusement, comme on a entendu à multiples raisons, ce qu'il faut faire, c'est que les gens vont devoir se documenter. Ils ne doivent pas se limiter, autrement dit, à dire « Moi, j'envoie une réclamation à la Ville », parce que n'oubliez pas que si, ultimement, la Ville vous envoie une lettre en vous disant « Sorry, moi, je ne vais pas plus loin que ça, puis on ne peut pas prendre cette responsabilité-là », la personne, si elle décide après ça d'aller plus loin avec son recours, il va falloir, à ce moment-là, qu'elle soit documentée, s'assurer que, premièrement, elle est capable de démontrer qu'il y a eu, autrement dit, une négligence, ou du moins que la Ville n'a pas agi diligemment. Il faut être diligent. Eux autres, ils ont la responsabilité. S'ils savent justement qu'on a des fluctuations de température de plus en plus, hein, Isabelle, parce que... aujourd'hui est un bon exemple. Aujourd'hui est un très, très bon exemple. Parce qu'on assiste à du dégel, puis ça regèle tout de suite après, là. Oui, exactement. Puis on va en avoir de plus en plus, Isabelle, avec les changements climatiques, réchauffement et tout. Donc, il va falloir qu'ils s'adaptent. Alors, adaptez-vous, assurez-vous de pouvoir faire quelque chose. Et justement, ce matin, c'est un auditeur qui nous a confirmé qu'il y avait au moins 4 voitures qui ont été accidentées à cause de nids de poules là, qui étaient à l'entrée du tunnel Ville-Marie, les mêmes nids de poules que beaucoup de citoyens ont dénoncés. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire même en ondes. Alors, tu sais, il y a un moment donné, puis j'ai pas été la seule. Fait que, comment ça se fait? Là, tu parles de est-ce qu'il y a eu diligence? Est-ce qu'on est au courant? Si tu es au courant, normalement, tu devrais agir si tu es une ville. Parlant de réagir, Olivier, oui, nos auditeurs, vous réagissez toujours 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Beaucoup de sarcasme dans la messagerie texte. Salutations, c'est un auditeur qui dit ça. Si ça tient, les employés de la ville, en parlant de ça tient les patchs de nids de poule, si ça tient, ils n'auront plus de job, nos cols bleus. Ouais.
Donc là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il y a un autre auditeur, il dit, il faut bien garder de l'argent pour les grosses primes de départ. Voyons. Oh mon Dieu, ça c'est terrible. Les primes de départ là, auxquelles on a assisté là, de certains qui ont quitté la ville de Montréal, effectivement, ça c'est une insulte, c'est une gifle à la face des citoyens qui, eux, n'ont pas les mêmes générosités. C'est toujours payé par la même poche, mais dans un cas comme ça, quand on sait, prenons l'exemple de ce matin, tunnel Ville-Marie, on sait qu'il y a des nids de poules qui sont de jour en jour de plus en plus dangereux. Ça a duré là, toute la semaine dernière. Aucune intervention visible. Est-ce qu'il y a là une meilleure pogne, je dirais, mettre la montagne pour justement faire des recours? Ben, c'est sûr et certain que si on n'est pas capable minimalement, premièrement, je suis à peu près certain que les gens de la ville sont au courant. Hein. Quand il y a des nids de poules importants comme ça, il y a des gens qui dénoncent. Alors maintenant, un coup qu'ils ont dénoncé, quelles sont les démarches que va faire par la suite la ville? On a déjà vu, Isabelle, là, des écoles bleues qui ont, excuse-moi l'expression, qui ont sacré un gros cône orange dedans. Mais c'est tout bien même mieux que rien. Hein? Fait que ça, c'est un exemple d'une diligence qui est peut-être pas à son plus pur, à sa plus pure forme, là, mais il en demeure pas moins que les gens vont voir et à ce moment-là vont contourner. Alors, minimalement, il y a des choses très simples qui peuvent être faites, là. Oui, par exemple? Ben, les cônes, entre autres, s'assurer de faire une espèce de périmètre à cet endroit-là pour pas que les gens le voient. Et en même temps, ben, la ville devrait voir ça comme une façon pour eux autres de s'éviter des problèmes, de faire une espèce d'acte diligent, comme on dit, pour dire attention, à cet endroit-là, ralentissez, il y a un problème et on a mis un compte dedans, on peut pas le manquer. Oui, mais là, sur Ville-Marie, là, pour passer là tous les jours, 2 fois par jour au moins, Éric, c'était impossible de mettre des comptes. Il fallait juste faire la job, fallait juste boucher les maudits nids de poules. C'était en plein milieu. C'est la meilleure chose. C'est une autoroute. Tu comprends? Tu mets pas des cônes oranges en plein milieu d'une autoroute. Tu dois t'assurer de la sécurité de la chaussée. Est-ce que je ne prenais pas l'exemple de Ville-Marie, là. Je prenais l'exemple général. Oui, tout à fait. Dans un endroit comme ça, évidemment, ça roule beaucoup trop vite. Alors oui, soit on ferme une portion on peut fermer une portion de cette voie-là. Au pire, aller si on ne peut pas patcher, comme tu dis, puis mettre quelque chose qui va aider. Parce que de toute façon, patcher, il va falloir qu'ils ferment de toute façon une portion de la route pour le faire. Aussi bien aller le patcher tout de suite. Est-ce que les petites créances, là, pour terminer sur les réclamations, puis le fait qu'à Montréal, il y en ait moins d'1 sur 10 qui soit vraiment entendues, puis qui aboutissent là, avec une certaine compensation pour le citoyen automobiliste, est-ce que les petites créances, ça devient l'ultime lieu pour essayer de débattre de ça? Évidemment, c'est aux frais des gens, là, puis il faut avoir beaucoup de patience, puis être capable de, comme tu l'as mentionné, monter un dossier. Mais est-ce que ça peut quand même être de plus en plus une avenue pour les automobilistes de dire, ben là, si on est plus qu'un, là, à partir du moment où tu as vraiment comme un mouvement, est-ce que ça peut faire jurisprudence? En fait, je réponds à ta question de la façon suivante, c'est que les petites créances, surtout à cause du montant maximum des dommages que tu peux demander, c'est plus accessible aussi d'aller aux petites créances que d'aller à la Cour du Québec. Évidemment, si on est dans un montant de 15 000 et moins, si je ne m'abuse, à ce moment-là, c'est à la Cour des petites créances qu'on va. Et maintenant, il n'y a pas d'avocat là-dedans, hein, vous comprenez? Donc, à ce moment-là, il va falloir que la Ville, est-ce qu'on va être sur le même pied d'égalité que quelqu'un de la Ville qui a probablement reçu un briefing du contentieux avant d'aller défendre la Ville? Et ça, c'est des questions qui peuvent se répondre. Mais effectivement, les gens doivent absolument se dire que s'ils font, dans un premier temps, une lettre et qu'ils n'ont pas réponse, à ce moment-là, le recours devient un recours aux petites créances s'ils sont capables de démontrer la faute, le dommage et les liens de causalité entre les deux. Oui, le problème, c'est qu'à Montréal, tu as 15 jours pour faire ça. Apparemment, tu as 15 jours pour faire une réclamation. Alors, si vous étiez un des automobilistes qui a été pris ce matin dont le véhicule a été accidenté dans ces nids de poules-là, ou tout autre nid de poule que vous auriez frappé à Montréal ou dans toute autre municipalité, en général, c'est autour de ça. À Montréal, c'est 15 jours, ça je le sais parce que j'ai payé pour le savoir, mais je pense que c'est un peu les mêmes délais qui sont très courts dans les municipalités. Merci beaucoup, Maître Lamontagne. On comprend finalement que c'est soit on s'arme de patience, on avance des dollars, puis on décide de monter un dossier. Sinon, puis là encore, il faut démontrer la négligence, comme nous le dit Martin, hein, Olivier. Oui, Martin qui nous dit, mise en demeure de la Ville. Excuse-moi, c'est où tu vois ça? Parce qu'il y a plusieurs points par la suite. Avec d'autres il est arrivé. Il y a tellement de monde. Ça n'a pas de sens. Puis là, après ça, il dit, il faut démonter la négligence, dénoncer, la négligence. Il dit, étape 1, dénoncer la Ville, les trous. 2, prendre la photo. 3, aller
signaler les jours, suivi et documenté par photo le nid de poule. Donc, on sent là, qu'il a fait le processus, Martin. Ah ouais, puis je te lançais c'est ça, monter un dossier. Là, exact. Puis je te lançais la question. On parle des petites créances, mais le ministère du Transport, si ça se passe sur une autoroute, là, c'est pas facile. Là. Non, complètement. Tenter des confronter, ça va être long. Moi, je te dis, bonne quand chance. j'ai payé pour apprendre, j'ai reçu une brique d'un viaduc sur l'autoroute 20. Puis j'ai jamais rien pu avoir comme compensation. Zéro? Là. Zéro. Là. As-tu une nouvelle au moins? Oui, ils m'ont envoyé une lettre pour me dire que c'était pas leur responsabilité. Ben, c'était toujours bien pas la mienne, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, ta responsabilité, c'est que tu n'aurais pas dû être là au moment où la brique est tombée. T'sais, c'est comme tu n'es pas supposé être sur la chaussée, là où il y a le trou. Rapidement, on va parler à Jean-Claude Carret. Il est professeur au département de génie et de la construction à l'École de technologie supérieure. Merci d'être là, Monsieur Carret, parce que vous aviez, il y a quelques semaines, vous nous aviez donné cette phrase que j'ai réutilisée plusieurs fois. Vous nous aviez dit une chaussée où il y a des nids de poules, c'est une chaussée qui est à refaire. Et la question me revenait ce matin, c'est-à-dire comment ça se fait que ce qu'il y a eu comme réflexion, comment ça se fait que ça ne tient pas? Il y a comme moi beaucoup d'automobilistes qui passent tous les jours par le même chemin. On voit des nids de poules, ils finissent par être bouchés et 2-3 jours après, le nid de poule ressort. Quelle est l'explication logique, s'il y en a une, Jean-Claude Carret? Oui, bonjour Isabelle, merci de m'avoir invité de nouveau. Cette question-là, c'est sûr que je comprends qu'elle se pose puis que ça irrite beaucoup le monde. En fait, la raison à ça, c'est que quand on répare un nid de poule, là, on vient mettre souvent de l'asphalte froid, donc on le verse dans le trou puis on compacte un peu cet asphalte-là, mais la réparation, elle se fait dans les pires conditions pour avoir la durabilité, parce que souvent le trou, il est encore humide, des fois même rempli d'eau, donc il faudrait la sécher normalement. Ensuite, le matériau qu'on met, on met pas toujours un liant d'accrochage, donc une colle en fait qui va permettre au matériau d'adhérer dans le trou. Puis ces deux éléments-là, ça fait que la réparation est vraiment temporaire. Puis plus les conditions météo au moment de la réparation sont mauvaises, donc justement la présence d'eau par exemple, moins la réparation va durer. Puis l'autre facteur, pour rebondir aussi sur ce qui avait été dit précédemment, vous avez parlé là, de l'accumulation des cycles de gel-dégel. C'est un excellent exemple. Là, aujourd'hui, il y a un dégel. Donc, malheureusement, cette accumulation-là, cette accélération des cycles avec les changements climatiques, ça aussi, ça joue contre nous parce que dès que le matériau est mis en place dans le nid de poule, si très rapidement après, il subit un cycle de gel-dégel à nouveau, c'est sûr que la réparation va pas tenir. Est-ce qu'il y a eu du développement, à votre avis, suffisamment satisfaisant sur la problématique des nids de poules? Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle reste entière, là, malgré toutes les explications qu'on peut entendre. En fait, les développements suffisants, c'est sûr que chaque année, on est confronté au même problème. Je dirais que si on regarde puis qu'on se place du point de vue des usagers là, du réseau, c'est sûr que c'est pas satisfaisant. Maintenant, le problème, c'est que quand on parle de rues qui sont très endommagées puis qu'on voit des nids de poules qui s'accumulent d'année en année, c'est sûr qu'il faudrait changer de stratégie, c'est-à-dire qu'au lieu de faire année après année du patchage d'urgence pour les chaussées vraiment les plus endommagées et les plus trafiquées aussi, donc celles qui sont cruciales pour la circulation des automobilistes et puis éventuellement des marchandises, il faudrait faire une intervention plus en profondeur. Donc, une réhabilitation qui va être beaucoup plus coûteuse, qui peut être même parfois jusqu'à une reconstruction complète, mais tant qu'on ne fera pas ça, on ne réglera pas le problème. Donc, est-ce qu'on fait assez? Je pense que les municipalités font aussi avec le budget qu'elles ont malheureusement, puis la situation à laquelle ils font face, c'est une situation d'urgence. Là. On entend des bris mécaniques, on entend des histoires de personnes qui ont eu des accidents. Donc, c'est dangereux, il faut patcher le nid de poule. Ça, l'intervention d'urgence, c'est comme pas le choix. Par contre, c'est plus tard qu'il faudrait revenir pour intervenir à plus long terme. Oui, on a vu que la Ville avait donné des contrats récemment, parce qu'il y avait un contrat qui s'est récemment terminé, donc il y avait pas assez de monde. Là, on a donné 5 contrats d'urgence sans appel d'offres pour essayer de multiplier un peu les interventions. Visiblement, ça n'a pas donné les résultats escomptés. C'est quoi votre lecture est-ce que ça a été une bonne chose? Est-ce que ça a été mal fait? C'est quoi le problème? Est-ce que la Ville est bien intervenue là, avec ses actions? Je pense que la Ville devait de toute façon avoir une main-d'œuvre, une force d'action en fait suffisante parce que là, les nids de poules apparaissent un peu de partout. Encore une fois, le temps qu'on va avoir des cycles de dégel au cours de l'hiver, ça va multiplier le problème.
Donc, je pense que c'est une réaction face à une situation urgente pour essayer de combler puis d'assurer quand même un minimum de sécurité aux automobilistes. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Ben, probablement pas sur le long terme parce que les changements climatiques sont là pour rester quand même dans le futur. Donc, malheureusement, ben, il va falloir faire face à cette accumulation-là, puis ça va juste détériorer plus rapidement le réseau. Donc, si on continue à ce rythme-là, on va avoir de plus en plus de nids de poules à boucher chaque année. Ah, mon Dieu. Jean-Claude, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. On aura sans doute l'occasion de se reparler d'ici peu. Jean-Claude Carret, professeur au département de génie de la construction à l'ETS. Olivier? Oui, puis j'ai pensé à ça pendant qu'il parlait. Moi, je m'en vais à Toronto ce week-end. Je vous gage un 100$ que les routes, d'accord, ne seront pas trouées comme ici. Puis ça me choque. Puis je vais vous revenir là-dessus mardi, d'ailleurs. Oui. Mais juste en attendant, Martin, il dit, la ville bouche le trou et sait que ça va pas tenir et fait pas le suivi quotidien pour surveiller ce nid qui pourrait revenir encore une fois. Donc ça démontre leur négligence en soi. Oui, complètement. Encore là, il y a les frais, il y a aussi les ressources. Ah non, il faut vraiment vouloir. Puis après, bon, il faut quand même le reconnaître, on est aussi une société qui se déplace au Québec, là, on est très accro à l'auto. On est un grand territoire où les régions sont un peu éparpillées, les villes aussi, en région encore plus que dans la région de Montréal, mais on a besoin de nos véhicules automobiles. Je veux dire, bon, c'est comme ça. Oui, le transport en commun, on reconnaît l'utilité, les bénéfices. Malheureusement, le réseau de transport de personnes au Québec, je pense qu'on va tous être d'accord, il traverse une période charnière. Ça fait également partie d'une des conclusions d'un nouveau rapport qui est sorti hier de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qui porte un jugement assez sévère là, sur la gestion des entreprises de transport, en particulier les privées. Et souvent, les entreprises privées, on pense à Exo, entre autres, on pense que c'est mieux géré, on pense que ça va coûter moins cher. En gros, ça coûte moins cher, mais tu as le service que tu as. Et j'ai lu vraiment plutôt 3 fois qu'une, avec beaucoup d'intérêt, le rapport de l'IRIS où on regarde la sous-traitance dans le transport en commun, puis on essaie de voir est-ce que c'est la voie à suivre. La conclusion, Colin Pratt est avec moi. Il est chercheur à l'IRIS. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Bonjour. Vous êtes basé sur... Puis on donnera l'occasion à nos auditeurs, d'ailleurs, d'intervenir sur le transport en commun. Oh oui, le transport en commun. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Je suis convaincu qu'il y en a qui prennent présentement le métro ou le transport ou l'autobus, peu importe. Ils ont de quoi dire. Écoute, encore ce matin, le REM, c'était slow-mo. Une journée sur 2, on n'est pas sûr s'il va se rendre. Les autobus, aussi, les gens nous écrivent régulièrement pour nous dire « Mon autobus n'est pas passé à temps ». Donc, je vous demande, est-ce que vous êtes satisfait du service de transport en commun dans votre municipalité, dans votre région? Colin Pratt, vous êtes intéressé à la question beaucoup parce que l'automne dernier, il y avait eu un rapport d'une compagnie comptable, la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Puis en gros, ce qu'on concluait là-dedans, c'était que finalement, la sous-traitance, là, c'était une bonne idée. Les entreprises privées qui gèrent des réseaux de transport, c'est une voie d'avenir. Vous avez regardé les chiffres et vous en arrivez à d'autres conclusions, Colin. Mais voilà, le gouvernement avait mandaté cette Audi, c'était la ministre Guilbeault à l'époque, afin de documenter des solutions face au déficit financier chronique des sociétés de transport. Et l'auditeur avait conclu que la société de transport dans tout le Québec qui avait les coûts d'opération les plus faibles, donc qui était la plus performante, c'était Exo. Et ce qui la distinguait des autres sociétés de transport, c'est le fait qu'elle est la seule société de transport en commun qui sous-traite entièrement ses activités de transport au privé. Donc, il y a des entreprises privées qui accomplissent les trajets planifiés par Exo à son compte. Un grand absent dans ce rapport, et c'était l'objectif aujourd'hui de notre étude, c'était de documenter, mais qu'en est-il de la qualité des services? Est-ce que la sous-traitance peut, certes, générer des économies, mais quelles seraient les conséquences sur la qualité du service? Est-ce que ça s'améliorerait ou ça se dégraderait? Puis une façon très simple de le documenter, c'est de comparer les sociétés de transport entre elles, non pas sur la base de le nombre de dollars par kilomètre que ça leur coûte par kilomètre d'autobus, mais plutôt sur leur taux respectif de bris de service, sur le nombre de plaintes qu'elles reçoivent. Et on a été stupéfait, Mme Maréchal, de constater que non seulement nos données, critiquaient les conclusions de l'auditeur,
mais les renversait. Pourquoi? Parce que si Exo se classe première sur le plan de ses coûts d'opération, elle a des coûts d'opération 2 fois plus petits que la Société de transport de Montréal. Imaginez 4 $ le kilomètre versus 9 $ à la Société de transport de Montréal. Bien, elle est donc performante sur le plan financier, mais sur le plan de la qualité du service, elle se classe dernière et de loin. Parce que si on la compare aux sociétés de transport du Grand Montréal, donc ses homologues du public qui, eux, ne sous-traitent pas leurs services, Exo a un taux de plainte 2 fois supérieur à la Société de transport de Montréal. Fait qu'on fait peut-être des économies, Colin, mais on en a pour notre argent. C'est-à-dire que le service, ça fait pitié. Exo, ça coûte pas cher, mais ça vaut pas cher. Puis, ça se répercute sur la satisfaction de la clientèle parce que Exo, elle, enregistre un taux de plainte 4 fois supérieur à la moyenne des autres sociétés de transport du Québec. 4 fois plus de plaintes à Exo que qu'est-ce qu'on retrouve à la Société de transport de Laval, à Longueuil, à Montréal, etc. Vous basez sur des chiffres... vous les avez pris où, ces chiffres-là? Parce que Exo, évidemment, vous vous doutez bien qu'on voulait avoir une entrevue avec le nouveau président d'Exo. Et la réponse a été, malheureusement, on ne pourra pas vous donner d'entrevue. Puis je vais vous lire là, ce qu'ils nous ont écrit. Alors, Exo prend actuellement connaissance du rapport publié par l'IRIS concernant la sous-traitance dans le transport en commun par autobus. Comme il vient tout juste d'être rendu public, nous procédons à une analyse rigoureuse de son contenu avant de formuler une réaction plus détaillée. Là, parenthèse de ma part, vous l'avez rendu public hier. Moi, je l'ai lu hier soir. Je l'ai relu encore aujourd'hui, 3 fois plutôt qu'une. J'en ai tiré des conclusions. Je veux dire, je pense qu'Exo, j'espère qu'ils ont du monde pour lire ça. C'est pas compliqué, lire un rapport. Là. Il fait pas 500 pages. Là. C'est pas le rapport du juge Fournier non plus. Je veux dire, c'est très facile. Et eux semblent dire dans leur réponse, en tout cas, que leurs chiffres sont bien meilleurs. Ils disent le taux de livraison de services qui avoisinait 97 % au plus creux de la pénurie en 2022 atteint maintenant 99,6 %. Les annulations qui représentaient 10 % des perturbations en 2022 ne comptent plus que pour 5 % aujourd'hui. Le manque d'effectifs responsable de 2 % des perturbations alors que est seulement 2 % aujourd'hui, alors que c'était 37 % en 2022. Fait qu'ils prennent l'année 2022 puis ils disent par rapport à cette année-là, on est vraiment meilleur. Mm-hmm. Ben, c'est un service qui s'est amélioré dans les dernières années, mais dont la qualité est somme toute aléatoire. Puis ce qui est, disons, préoccupant dans le cas de Exo, c'est que c'est un service qui dessert d'abord les banlieues. Hein? Les couronnes nord, les couronnes sud du Grand Montréal. Et les banlieues, c'est justement un endroit où la qualité du transport en commun devrait être la plus exemplaire. Ben oui. Parce que s'il n'est pas au rendez-vous... Parce qu'on est excentré en banlieue. On est excentré. Ouais. Si l'autobus passe pas, on n'a pas de métro, on n'a pas d'alternative. Et surtout, si l'autobus passe pas un matin, 2 matins, 3 matins, la voiture, souvent, est dans l'entrée de garage. Là. Puis l'usagère va se tourner vers sa voiture ou s'en procurer une, carrément. Ouais. Donc, c'est l'inverse à laquelle on assiste, c'est-à-dire que le service de transport en commun en banlieue, déjà qu'il n'est pas que l'étendue de l'offre est très petite, bien, semble-t-il que la qualité aussi n'est pas au rendez-vous. Mais je regardais dans votre rapport, vous comparez, vous parlez pas que d'Exo, là, vous parlez plus généralement des principales sociétés de transport au Québec. Vous regardez il y a un tableau qui m'a vraiment beaucoup intéressé, depuis 2019, l'évolution du nombre total de voyages d'autobus qui ont été offerts. Et évidemment, la STM, moins 8,7 %. À Laval, moins 4,8 %. Le réseau de transport de Longueuil, le RTL, moins 7,2 %. Et bref, Sherbrooke et bref, Exo, moins 1,1 %. Mais c'est assez incroyable là, de voir qu'elles sont toutes, finalement, à peu près en baisse. Là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moins de transport d'autobus qui passent qu'il y en avait qui passaient en 2019. C'est critique parce qu'en ce moment, les sociétés de transport, leur offre a diminué depuis 2019, alors qu'on aurait dû voir l'inverse, c'est-à-dire une reprise à la pandémie et ensuite une offre supplémentaire pour convaincre les gens de laisser l'auto solo, leur donner une alternative. Et ce qui est aussi, disons, consternant, c'est qu'au Québec, en ce moment, là, le coût de la vie, ça coûte cher. Puis des ménages qui doivent avoir une voiture, 2 voitures, ils allouent en moyenne 15 %
de leur budget à la voiture uniquement, c'est énorme. Une bonne manière d'offrir une alternative à la fois écologique et économique, c'est d'offrir du service de transport en commun. Mais moi, j'ai lu votre rapport, Colin, puis sincèrement, plus largement, vous parlez du sous-financement public des infrastructures de transport en commun. Puis là, vous dites les sociétés de transport du Québec sont aux prises avec, puis c'est des difficultés financières importantes de leur budget, sur le plan de leur budget d'exploitation annuel. Puis vous dites, vous expliquez les facteurs. Hein? C'est sûr que la pandémie a eu un effet, mais après, il y a les frais d'exploitation qui ont augmenté. Puis est-ce que les salaires, parce qu'on a vu beaucoup de syndicats, même si les syndicats doivent être contents de votre conclusion, là. C'est sûr que l'IRIS est quand même assez de gauche, on peut le dire. Oui, puis en fait, la sous-traitance, là, c'est un peu une solution miraculeuse, un mirage en quelque sorte, parce que le gouvernement, avec ça, espère résoudre les déficits financiers des sociétés de transport sans ajouter 1 centime de fonds publics supplémentaires. Mm-hmm. Mais à la lumière des constats de notre étude, où Exo, qui a une sous-traitance, a une qualité de service moindre, eh bien, on peut certes augmenter la sous-traitance, mais ça se ferait au prix de la qualité du service. Puis ça, on ne peut pas se permettre ça au 21e siècle. Et ça, c'est ce que les syndicats, entre autres, disaient là, pendant la dernière grève de la STM. Là. Ils étaient ici, au même endroit que vous, là, sur la même chaise, puis ils disaient, entre autres, là, pour tout ce qui a été le transport adapté et autres, l'entretien des autobus et tout, on disait, ça n'a pas de bon sens, on va perdre des jobs, puis on va perdre en qualité, puis c'est la sécurité là, des gens qui utilisent le transport en commun. Ben oui, puis disons que le gouvernement, là, dans les 5 dernières années, là, il a investi 100 fois plus de fonds publics dans les infrastructures routières, donc le réseau routier, 100 fois plus d'argent que dans le transport en commun. C'est 34 versus 6,6 Donc ça, il ne peut pas, à terme, pas avoir de conséquences à ça. De un, les infrastructures de transport en commun, on a de la misère à les entretenir. De deux, on n'est pas capable de bonifier l'offre. De trois, on demande aux sociétés de transport de faire plus avec moins, donc envisager éventuellement de la sous-traitance. On nous promet que ça n'aura pas, disons, de conséquences sur la qualité du service, mais les données qu'on montre aujourd'hui, elles sont implacables. Mais ça pourrait pas être l'inverse non plus. On pourrait pas mettre 6 d'investissement de Québec dans le réseau routier et 34 dans le transport en commun. On vient de faire 15 minutes sur les nids de poules puis l'état de la chaussée. Je veux dire, on y arrive déjà pas. C'est un peu paradoxal de le voir comme ça, mais comment on fait ça, d'abord? La meilleure manière de sauver nos routes, là, c'est d'investir dans le transport en commun. Parce que quand on investit dans du transport en commun public, à terme, on enlève des voitures, des routes. C'est ça. Des voitures on a complètement laissé l'industrie nous vendre des voitures qui ont aucune commune mesure avec ce qu'on peut avoir dans les années 90, là, des petites Toyota, etc. Le poids moyen des voitures sur les routes du Québec, les voitures de promenade, là, elles ont augmenté de 30 % depuis 1990. Le poids des voitures? Le poids des voitures, en moyenne, individuelle. Ça, c'est rien pour aider aux routes, là. Donc, la meilleure manière il y a beaucoup de camions aussi. Là. Beaucoup de camions, bien sûr. Le transport de marchandises, c'est beaucoup. Si on déplace du transport routier vers le transport en commun, à terme, c'est moins d'accidents. Ça nous coûte cher, des accidents, en dommages émotifs, là, puis aussi en frais de réseau de la santé. C'est moins de smog. Ça aussi, ça nous coûte cher, le smog, en toutes sortes de maladies chroniques qui en découlent. C'est moins de congestion, c'est moins de changement climatique. Bref, c'est des coûts collectifs, de sorte que quand on alloue des fonds publics dans le transport en commun, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Parce qu'on a un retour là-dessus, parce qu'on économise du fait qu'on diminue le transport par voiture. Colin, vous restez avec nous. Colin Pratt, chercheur à l'IRIS, qui vient de remettre un rapport là, sur le transport collectif, entre autres, pour voir privé, est-ce une bonne chose, public, comment on gère mieux ça. J'aimerais savoir, là, il vient de dire beaucoup de choses intéressantes. Ouais, j'ai un témoignage, entre autres. Tout de suite après la pause, tu auras l'occasion de nous le donner, Oli, et surtout, n'hésitez pas à continuer de nous écrire. Et appelez-nous même aussi, c'est le fun. Oui, c'est toujours le fun. S'il y a des chauffeurs d'autobus, là. Ah, puis il y en a. Oui, c'est le temps de 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. À tout